bien, bonjour, on est ravis d'être là avec vous sur la scène du DevOps D-Day pour vous parler de DataOps. Qui a déjà entendu parler de DataOps dans la salle, comme ça, vite fait, à main levée? Ok, d'accord, oui, donc. Et qui a déjà entendu parler de DevOps? La culture DevOps? Ah, là, ok, on est un peu... Et qui a déjà essayé de mettre, je dis bien, de mettre la culture DevOps dans ton entreprise? Ah, il y en a un tout petit peu, oui, c'est pas mal. Bah, super, parce qu'on part du principe que le DevOps, c'est maîtrisé. Et là, on va essayer de voir comment on peut mettre de l'agilité et du DevOps dans les projets dans lesquels il y a de la data. On va commencer par se présenter. Faisons. Après toi. Donc, moi, je m'appelle Frédéric Petit, je suis le responsable du département architecture d'entreprise et données d'entreprise au sein de la MNT. Donc la MNT, c'est une mutuelle, c'est la mutuelle nationale territoriale. C'est une mutuelle qui est dédiée aux agents territoriaux. Donc c'est ceux qui travaillent pour les communes, les régions, c'est tous ceux qui travaillent pour vous. Et la MNT est rentré dans le groupe, un groupe qui s'appelle Vive, VYV, et avec nos copains, donc des gens qui sont plus connus que nous comme Harmonie Mutuelle, MGEN, mais plein d'autres. On a pour ambition en fait d'orienter la mutuelle plutôt en service plutôt que vous fournir de l'argent lorsque vous en avez besoin pour vous rembourser pour certaines prestations. C'est plutôt s'orienter service. Donc vous accompagner pendant tous les moments de vie et s'orienter service. Donc si vous avez besoin d'aller chez un médecin, on vous envoie un médecin et on prend en charge. Si vous avez besoin d'être hospitalisé, pareil, on va vous envoyer un taxi pour vous emmener jusqu'au pas. Voilà. On essaye plutôt de s'orienter service. Donc le groupe Vive c'est plutôt orienté sur cette partie-là. Et pour ma part, donc je m'appelle Adrien Blin, je travaille aujourd'hui pour Sagi. Sagi, c'est une entreprise qui propose une solution de DataOps. En gros, c'est une plateforme qui permet d'industrialiser les projets orientés data. Ça tombe bien, c'est un petit peu le thème qu'on va parcourir ensemble aujourd'hui. Ça sera aussi l'occasion finalement de regarder avec un œil un petit peu neuf et parfois un peu naïf le monde de la data, parce que moi je viens du monde du DevOps. Avant, j'ai accompagné une grande banque dans sa transformation DevOps et j'ai découvert plein de choses en arrivant dans le monde de la data, qui n'a pas du tout la même maturité, les mêmes enjeux. Et puis ensemble, on s'était dit que c'était l'occasion de venir discuter de tout ça ensemble. On y va? Très bien. Alors pour commencer, juste pour poser le décor, aujourd'hui dans le DevOps, on fait de la programmation type qu'on a appelé traditionnelle. Ça veut dire que tout simplement, votre client a un besoin, et ce besoin il est décliné en user story, donc en histoire utilisateur, qui va permettre en fait à un développeur de créer du code, de programmer, de créer du code. Et donc il va créer des arbres de décision qui vont permettre, lorsque je vais faire rentrer de la data, rentrer dans un arbre de décision, et en fonction de la sortie, on va avoir des outputs pour fournir le service demandé par votre client. Donc là, l'arbre de décision est bien fait par un développeur. Dans l'approche plutôt orientée machine learning, l'output est un modèle. Et ce modèle, c'est l'arbre de décision. Donc le développeur ne va plus programmer l'arbre de décision, il va programmer le code qui va permettre d'entraîner pour réaliser cet arbre de décision. Donc le paradigme change un tout petit peu, puisque l'arbre de décision n'est plus créé, inventé par le développeur. Le développeur va plutôt mettre en place des systèmes mathématiques qui, sur la base de datasets, de données, va créer un arbre de décision. Donc seul cet arbre de décision, ces modèles ne peuvent pas toujours fonctionner. Il faut que ces modèles puissent rentrer dans un système plus traditionnel. Pourquoi? Par exemple, si je veux fournir un modèle en mode API, je vais devoir créer un système plus traditionnel pour pouvoir le fournir en API. Si je dois aller chercher de la donnée comme un CSV, je vais pouvoir prendre cette donnée, prendre la data, et ligne par ligne, le faire entrer dans le modèle. Et aussi, souvent, un besoin utilisateur ne peut pas être adressé uniquement par un modèle, uniquement par un arbre de décision. Des fois, on va créer plusieurs modèles, et ces modèles-là, on va les orchestrer dans un système un peu plus traditionnel pour pouvoir utiliser le bon modèle et en sortir le besoin utilisateur. Donc tout ça, ce qui est très important, c'est que pour tout ce qui est données labellisées d'entraînement, on va avoir besoin de données de qualité. Et dans ces systèmes-là, ce système global qui est un produit avec une composante intelligente à l'intérieur, on va devoir lui fournir de la donnée. Et pour ça, on va mettre en place une ou plusieurs data factories. Le but de cette data factory, c'est bien sûr de donner de la donnée à valeur auprès de ces systèmes de machine learning.
Donc on va aller chercher les sources dans votre système d'information, on va aller les croiser, les compiler, en mettre de la qualité, de la norme, et pouvoir les exposer à ces différents systèmes qui vont aller les sélectionner et les utiliser en fonction de la proposition de valeur qu'attend votre client. Et cette boucle de feedback aussi, dans la Data Factory, on va mettre en place des systèmes qui vont permettre de qualifier les données de sortie, puisqu'aujourd'hui, un système de machine learning peut se tromper, il y a des faux positifs, et ça serait totalement absurde de le réentraîner avec ce qui vient de sortir, puisqu'on va avoir des décalages, on va avoir enfin, ce système forcément va apprendre, s'il apprend sur des données de mauvaise qualité, il va avoir en sortie un arbre de décision de mauvaise qualité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au sein de ces data factory, des gens, voilà, des personnes, vont prendre des morceaux de dataset et vont aller les qualifier pour dire « là tu t'es trompé ». Voilà, si par exemple, il détecte un chien sur une photo d'un chat, on dit « non, tu t'es trompé, c'est un chat ». Et comme ça, on va qualifier ce dataset qui va réalimenter ce dataset d'entraînement. Donc en ce qui concerne les cultures, les systèmes un peu traditionnels, le DevOps, que vous connaissez tous visiblement, ça fonctionne très bien. Ça veut dire de l'idée jusqu'à la user story, jusqu'à les tests d'acceptance, la mise en place de jeux de données, le développement du code, ses tests, sa release et sa mise en prod. Tout ça, ça fonctionne très bien. Sur toute la partie verte, la partie de machine learning, l'objectif, c'est d'avoir des modèles de qualité. Donc du coup, on va plutôt s'orienter sur le code d'entraînement. Donc l'objectif, c'est en fonction des hyperparamètres, de pouvoir qualifier le modèle le plus approprié qui va nous permettre d'améliorer le code d'entraînement. Donc là, on est plutôt dans la sphère qu'on a appelée MLOps. Et nous, ce qu'on voit dans le DataOps, c'est la globalité de ce système. Le système plutôt traditionnel, le système de machine learning et bien sûr la donnée sans lequel ce système ne fonctionnerait pas ou du moins ne donnerait pas satisfaction. Car l'objectif, c'est bien à terme faire du DataOps, c'est de pouvoir s'appuyer sur la donnée de votre entreprise, la qualifier, l'utiliser, en sortir des modèles et bien sûr l'emmener jusqu'en production. Le but, c'est vraiment qu'on apporte un maximum de valeur sur la donnée d'entreprise que vous avez chez vous aujourd'hui. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Eh ben, ça me paraît déjà pas mal complet. Je mettrais peut-être un accent sur un point sur lequel on reviendra d'ailleurs peut-être un petit peu plus loin dans la présentation, c'est que on parle de data, mais en fait, finalement, on agit sur le traitement, sur la valorisation, la construction de la data. La data, c'est quelque chose de relativement passif, et là, il va s'agir justement de prendre cette donnée d'entrée, de la construire, de la préparer, de la valoriser. Donc l'enjeu porte sur la construction et le traitement de cette data, plus que simplement sa thésaurisation de façon passive, en fait. Mais on va y revenir, je crois. Donc là, en termes de processus, vous avez le processus DevOps que vous connaissez tous, avec le continuous, enfin la CI et la CD, qui fonctionne très bien sur les systèmes traditionnels. Et en fait, ce qu'on voit, c'est quand on essaye d'injecter dans ce process la mise en place de fabrication de programmation, d'entraînement pour sortir des modèles, et ben ça rentre pas forcément dans ce processus. Pourquoi ? Parce que la finalité n'est pas la même. La construction et le cadrage n'est pas la même. On ne s'appuie pas sur les mêmes éléments de base pour pouvoir construire ces différents systèmes. Donc du coup, il y a une espèce un deuxième process qui va s'installer dans votre processus. C'est le processus, disons, de système par machine learning. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ces deux processus-là vont vivre en parallèle et ne vont pas vivre avec la même cadence. Puisque pour faire un développement de code qui va permettre l'entraînement de modèles, on va devoir s'appuyer sur de la data, on va devoir faire de l'analyse de la data, ce qui va prendre un peu plus de temps que sur un système où on va construire un algorithme. Donc on va retrouver en fait, dans la littérature, si vous regardez un petit peu le DataOps, on va retrouver 3 pipelines. Le premier pipeline, ça va être le pipeline de data. L'objectif de ce pipeline, ça va être d'orchestrer la mise en valeur de la donnée de votre société. Tout simplement parce que dans les systèmes applicatifs que vous avez sûrement énormément de données, mais entre la donnée que vous avez et la donnée réellement utilisable, il y a toujours un gap.
Pourquoi? Parce qu'en fait, la donnée, il faut qu'elle soit qualifiée, il faut qu'il y ait des métadonnées sur cette donnée pour qu'on puisse vraiment la travailler. Donc les données, ce qu'on appelle labellisées. Oui, je voulais rajouter effectivement sur un petit truc sur les data pipelines. Effectivement, même si on le fait pas apparaître parce qu'on peut pas tout mettre sur une même slide, là-dedans, effectivement, dans cette logique de pipeline, on va avoir différentes tâches qui vont s'enchaîner, qui vont consister à aller collecter la donnée, préparer, mettre en forme, éventuellement fabriquer des agrégats. Il y a vraiment des pipelines à part entière qui sont généralement formés par l'enchaînement de jobs, de traitement de données. C'est un petit peu finalement le descendant des ETL historiques qu'on avait dans les entreprises. Et effectivement, ça va être la pierre angulaire sur laquelle on va s'appuyer ensuite pour la suite. Donc il y a un deuxième pipeline qui va être ce qu'ils appellent le pipeline de valeur. C'est comment je mets en valeur cette donnée que vous avez au sein de votre système d'information. Et ensuite, le pipeline qu'on va appeler le pipeline d'innovation, c'est comment vous mettez en place de la valeur au plus près de votre client, comment vous proposez la valeur au plus près de votre client. Donc là-dedans, là c'est une petite partie des produits, mais on va retrouver les produits que vous connaissez tous dans le pipeline d'innovation, les produits qui vont vous permettre de mettre en place, de générer du code, de builder du code, de le tester et de le mettre en production. Dans tout ce qui est data pipeline qui va nous servir en fait d'extraction de la donnée, de la mise en qualité de la donnée, on va retrouver du Hadoop, on va retrouver du Kafka qui fait plus de streaming, on va trouver toutes les bases de données sur lesquelles on va s'appuyer. Et puis dans tout ce qui est valeur pipeline, donc le pipeline de valeur, on va retrouver tous les systèmes qui vont nous permettre de coder des systèmes qui vont vous permettre de générer des arbres de décision, comme TensorFlow, Jupyter, etc. Effectivement, on les avait pas toutes affichées, mais si on les affichait toutes, ça donnerait un truc comme ça. C'est un poster que réactualise un gars qui s'appelle Matt Turk, qui a un site qui l'expose et qui fait des analyses tous les ans autour de ce domaine-là. Ce qui est intéressant peut-être de souligner, c'est que même si on a mis que certaines, dans la partie Innovation Pipeline, on est sur un marché qui est extrêmement mature. Tous ces outils, vous les connaissez tous, il y en a plein. Le marché est déjà extrêmement mature. Sur la partie basse, on est sur un marché qui est encore un peu plus jeune, parce qu'on a moins de recul, on est sur des technos qui existent maintenant, qui sont ancrés, mais qui n'ont pas forcément autant de recul. Il y a encore plein de problématiques qui semblent nouvelles ou difficiles encore à aborder dans le monde de la data, et qui sont pourtant des sujets devenus si simples dans les sujets orientés DevOps. Par exemple, venant typiquement plutôt pas tant du monde du dev que du monde du delivery. Les clusters Hadoop, typiquement, ça existe depuis un paquet de temps, mais tout le monde se casse encore beaucoup les dents sur la ségrégation d'accès aux données dans un cluster Hadoop, la carberisation d'un data lake, ce genre de choses. La ségrégation des accès aux données, ce genre de sujets, tout ça, c'est des choses qui, dans le monde DevOps, sont déjà très largement ancrées. Il y a encore des sujets qui sont un peu immatures dans ce monde-là, même si la carto devient un petit peu plus mature aujourd'hui. Et puis, dans le troisième axe, on a là aussi des technologies qui sont encore plus jeunes, pour lesquelles il y a encore moins de recul, moins d'ancienneté, et qui émergent petit à petit. Donc, il y a vraiment une logique de maturité, de vélocité différente autour de ces technologies. Et puis effectivement, cette picture, si on la regardait un petit peu plus en détail, on pourrait passer des heures à l'analyser, à en discuter. Je pense que c'est un point qui est intéressant de souligner parce que dans le monde de la data et de l'AI, plus que dans d'autres domaines de la tech, peut-être, c'est que ce domaine se caractérise par le fait qu'il est loin d'être monolithique. La picture, elle est extrêmement éparse, il y a énormément de technologies, c'est un puzzle à 1000 pièces, là où peut-être que le monde des ERP, des CRM est très monolithique, il est très structurant. On met un ERP dans sa maison et on l'a pour les 5-10 ans à venir. Le monde de la data, c'est quelque chose de radicalement différent. C'est un monde de technologies qui chacune vont adresser un micro-aspect de la problématique globale. Et ces technos forment donc un puzzle à 1000, 10 000 pièces, j'en sais rien, qui en plus change tout le temps. La carto change d'année en année, il y a des nouvelles technologies, des nouveaux frameworks qui émergent et qui en plus, pour certains, vont disparaître aussi vite. Donc il y a vraiment un enjeu, au-delà de la technologie seule, d'identifier les bons players, les bonnes cartes, les bonnes technos sur lesquelles jouer, avoir la capacité de digérer très vite des technologies porteuses de valeur pour l'entreprise, les valoriser, les utiliser et s'adapter aux changements et rebondir sur de nouvelles technologies. On est sur des paradigmes qui sont très différents d'un domaine dans lesquels, à l'époque, on capitalisait sur une techno et on en prenait pour 5 ans, on avait une certaine pérennité. Là, on a une adaptabilité permanente à la technologie et donc avec les profils qui doivent suivre derrière. Alors justement, les profils, c'est intéressant de mettre l'accent dessus.
Pourquoi? Parce que dans le monde du DevOps, finalement, on avait quelques players. C'est plutôt ce qu'on va voir sur la gauche. On cherchait à créer du rapprochement entre les devs et les ops. Je ne vais pas vous refaire l'histoire. Vous avez déjà beaucoup de connaissances à la matière. Il y avait ce rapprochement entre ces deux personnes-là, évidemment le métier avec lequel on cherchait à se rapprocher. Mais quand on commence à parler de data, il y a un nouveau larron qui s'invite à la fête. C'est les gens qui viennent de la data. Et qui sont d'ailleurs polymorphes. Il n'y a pas des gens de la data, il y a des gens qui font du data engineering. Ces gens, leur métier, c'est généralement d'aller chercher des données dans leurs sources, dans des bases de données, dans des référentiels, dans les sources de log et que sais-je, de capter cette donnée, la mettre en forme, la préparer, la mettre à disposition. On a aussi les data scientists qui, eux, vont plutôt être sur l'aval, sur la partie valorisation de la donnée qu'on évoquait tout à l'heure. Une chose qui m'a beaucoup frappé, notamment en arrivant dans ce monde-là, c'est que, outre le fait qu'on a des gens sur des compétences différentes et complémentaires de celles qu'on connaissait jusque-là dans le monde du DevOps, on a des nouvelles complexités qui arrivent. Dans le monde de la data science, il y a des gens qui viennent pas du tout du même landscape que nous. Il y a des gens qui viennent du monde des mathématiques, de la statistique. Ils n'ont pas la même culture technologique que nous, pas du tout la même. Et du coup, pas la même maturité à l'adresser. C'est un point sur lequel on reviendra tout à l'heure. Mais il faut vraiment garder assez à l'esprit que on arrive sur le besoin finalement de faire cohabiter encore plus de monde, là où entre Dev et Ops on essaie de casser le mur de la confusion, rapprocher les gens. Dans le monde du DataOps, c'est encore plus compliqué parce que les gens viennent d'encore plus loin en termes de culture technologique. Et en plus, au-delà de la culture technologique, la question, c'est la question de l'organisation. Parce que les gens du monde de la data, parfois, on les retrouve pas forcément dans la DSI. Donc en termes de frontières, dans le monde du DevOps, on avait un parapluie global qui était le DSI, qui adressait tout ce monde-là. Dans le monde de la data, on doit trouver parfois des sponsors, des interlocuteurs encore plus loin, parce qu'on doit rapprocher des gens qui sont encore plus éloignés dans l'organisation. Alors justement, l'organisation, parlons-en. Alors, dans le monde du DevOps, alors il y a eu plein de choses et on va pas forcément refaire toute l'histoire. Il y avait des modèles ou des non-modèles parce que Spotify n'a jamais dit que ce qu'il construisait était un modèle, mais plutôt l'exemple, l'illustration de ce qu'il faisait. On avait ce genre d'organisation qui se mettait en place, dans laquelle on avait des tribus, puis des squads, des équipes qui finalement étaient alignées sur la construction d'un besoin fonctionnel et dans laquelle on allait retrouver dans cette équipe finalement des profils divers et variés, des développeurs, des business analysts, un DevOps qui était collégialement engagé sur l'entièreté du cycle de vie de cette fonctionnalité, du build et du run. You build it, you run it, vous le connaissez déjà. Et puis on avait donc, pour recréer du lien sur des personnes qui avaient les mêmes compétences au travers d'équipes qui étaient maintenant séparées, on avait la notion de chapters qui permettait par exemple de recréer du lien entre tous les ops qui étaient répartis dans les différentes équipes. L'idée ici, c'est de se dire, mais il se passe quoi quand on commence à parler de la data ? Quand on commence à parler de la data, intuitivement, on aurait envie de faire ça, de se dire, on a déjà engagé des moyens conséquents dans des transfos DevOps, on a mis en place par exemple ce genre d'organisation. Finalement, la data, on va la gérer de la même façon. Un data engineer, un data scientist, un spécialiste de plus, finalement, ça fait un chapter de plus, et hop, on va les mettre dans cette organisation. Ça fait sens, non ? Vous n'êtes pas d'accord ? D'ailleurs, il y a des boîtes tech, qui sont parties sur cette approche et qui en sont revenues. Okay. Elles en sont revenues pourquoi ? Parce qu'en fait, le monde de la data, et particulièrement de tout ce qui est data science, c'est un monde qui est très jeune, qui commence à peine à émerger dans l'entreprise, sur lequel il y a peu d'ancrage, il y a quelques personnes qui ont ces compétences. Et si vous prenez les quelques avatars de compétences dans l'entreprise et que vous les essaimez tout de suite, en fait, vous ne donnez pas une identité, vous ne donnez pas de lisibilité à ces acteurs. Donc du coup, finalement, une stratégie qu'on retrouve plus couramment et qui semble plutôt faire ses preuves consiste aujourd'hui à dire on va créer un data lab, un data hub, ça prend différents noms selon une data factory, ça prend différents noms selon les entreprises. Mais l'idée, c'est de dire on va regrouper finalement ces gens qui ont cette collection de compétences, on va les regrouper et finalement ils vont avoir deux types de missions finalement. Ils vont avoir des missions plutôt transverses, c'est les petits gars qu'on a dessinés sur le bas. C'est plutôt des data engineers. Leur métier, ça va plutôt être finalement d'aller faire justement cette collation des données qui sont éparses dans l'entreprise, les rassembler dans un pivot qui technologiquement sera possiblement un data lake. Ils vont les partager, les exposer, les préparer et les mettre à disposition. Les mettre à disposition d'une part pour eux-mêmes. Pour leurs collègues qui sont plutôt sur la partie gauche, c'est des gens qui vont plutôt être orientés sur la construction de use case. Typiquement, un grand scénario qui est quasiment universel, qui marche en tout cas dans plein de business, c'est l'analyse du churn, l'analyse d'attrition. En gros, dans une entreprise, c'est essayer d'estimer la probabilité qu'un client vous quitte, sur la base du maximum d'informations que vous pouvez réunir sur lui.
Et ben généralement, ces use cases, ces premiers use cases, on va avoir tendance à les faire construire par cette équipe autoportante de Data Lab. Parce que finalement, ils vont avoir une grande proximité avec les data engineers qui sont à côté. Ils vont avoir la masse critique et l'autonomie pour construire ces use cases, et donc avoir des artefacts de réussite. Ils vont pouvoir montrer qu'ils ont fait des choses, qu'ils ont déployées, qu'ils les ont valorisées. Ça donne une identité et une justification finalement à cette démarche et à l'équipe qui la porte. Donc c'est pour ça que finalement, on est plutôt dans une logique d'équipe un peu autoportante, et puis finalement, on est en train de faire exactement l'inverse de ce qu'on voulait faire avec une approche DevOps. On a recréé un silo, vous n'avez pas l'impression? On avait cassé les silos entre les devs et les ops, on est en train de recréer un autre truc. Oui, de façon transitoire, court-termiste, c'est vrai, parce que ça permet d'avoir un ancrage, d'avoir quelque chose dans lequel on va donner de la lisibilité dans l'organisation, un mission statement, des artefacts de réussite au travers de ces use cases. On va donner de la lisibilité dans l'organisation. Et ça permet de le partager dans l'organisation et d'aller finalement chercher des sponsors, des gens qui vont venir vous solliciter pour construire de nouveaux use cases et d'amorcer la pompe. Donc dans un premier temps, ouais, ça revient à créer un peu des silos, mais ça peut avoir du sens parce que ça permet de protéger cette initiative, ça permet de protéger ces profils qui n'ont pas beaucoup d'existence dans des structures qui sont parfois très établies et parfois un peu politiques. Ça leur permet d'avoir finalement un écosystème un peu protecteur dans lequel ils peuvent innover et apporter des choses nouvelles. Et d'ailleurs, parfois, ces data labs ne sont pas dans la DSI, ils sont parfois rattachés à une direction innovation, par exemple. Et puis finalement, sur le long terme, je pense que justement, si j'ai mis l'accent sur le fait qu'on avait recréé un silo, et j'en ai justifié un peu les raisons, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ouais, mais si on veut aller vers un monde qui est de plus en plus data-centrique, ça veut dire qu'on est en train de recréer une DSI moderne, une DSI data-centrique dans la DSI. On est en train de recréer un État dans l'État. Ça n'a pas forcément de sens sur le long terme. Donc si on pense que ça avait du sens de façon finalement transitoire, ça n'a pas de sens pour autant sur le long terme. Et finalement, il faut revenir dans une logique où finalement une partie des profils qui sont dans ce data lab vont finalement être reversés dans l'organisation traditionnelle, axée autour des tribus, des chapters, des squads. Donc typiquement, les data scientists, les data engineers spécialisés sur des fonctionnalités vont travailler désormais au sein de ces équipes et vont quitter finalement cet îlot. Mais pour autant, cet îlot va continuer à exister pour assurer des missions transverses. D'une part, sur le fait de continuer à gérer ce pivot de données en collationnant les jeux de données de l'entreprise, ce trésor de guerre, ce patrimoine. Donc ces data engineers qui sont en bas sont toujours là pour finalement collecter et créer un pivot de données et les mettre à disposition de leurs collègues dans les différentes équipes. Et on peut garder cette équipe pour aussi continuer à promouvoir l'innovation autour de nouveaux frameworks, autour de nouvelles idées, et elle-même produire quelques use cases. Il y en aura moins, c'est pour ça qu'on en a retiré un peu, mais elle pourra toujours continuer à exister. Mais en tout cas, ça doit se redéverser dans l'organisation parce que sinon vous créez une asymétrie entre ce data lab et le reste du SI. Or, un projet data, c'est pas une bulle fermée, et même quand vous avez un projet data centrique, vous êtes très connexe au reste du SI, au reste des applications, au reste de l'écosystème avec lequel vous interagissez. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas garder ce silo sur le long terme. Et donc le corollaire du message précédent, c'est le fait que finalement ce data lab qui va avoir une action qui va se repositionner sur le transverse va arriver sur toutes ces missions-là. Tandis que pour autant, les équipes qui étaient sur la partie droite, en haut, vont finalement être des équipes qui vont être portées par des use cases et qui chacune vont avoir leur mission, leurs objectifs à atteindre. Alors si on explore un petit peu cette carte. Donc oui, effectivement, ce que l'on observe en fait quand on va commencer à mettre en place cette organisation, c'est que même sur le long terme, ce qui va se passer, c'est qu'il va quand même y avoir deux entités. Une entité qui va être plutôt centralisée. Cette entité va avoir comme objectif de capitaliser sur la donnée de votre entreprise. Ça veut dire sur le patrimoine donné de votre entreprise. Donc son but, c'est effectivement de faire des dictionnaires de données. Le dictionnaire de données, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller scanner l'ensemble de votre donnée, que ce soit des fils de messages, que ce soit des bases de données, bref, partout où il y a de la donnée, il va aller les scanner, les répertorier. Son objectif, ça va être de faire de l'extraction de certaines de ces données, pas toutes bien sûr, mais certaines de ces données, de pouvoir faire du lineage pour dire, voilà, de cette donnée-là, je les ai récupérées ici, et je vais la mettre dans un catalogue, et le catalogue va être un peu l'agrégat et la mise en qualité de toutes ces données-là. Et sur ce catalogue, on va pouvoir commencer à mettre des métadonnées, par exemple, est-ce qu'une donnée a caractère personnel? Voilà, des choses qu'on ne retrouve pas forcément dans les différentes bases que vous avez au sein de votre système d'information.
Et on va mettre en place l'exposition de cette donnée, la donnée qu'on aura modélisée, puisqu'on ne va pas s'appuyer sur les modèles de données que vous avez dans vos différents logiciels que vous avez dans votre société, mais on va bien créer notre propre modèle de données. Qu'est-ce que pour nous est un devis? Qu'est-ce que pour nous est un contrat? Qu'est-ce que pour nous est un client? Et on va créer nos propres modèles de données. Ce qu'on faisait à l'époque avec un dataware, on continue à le faire aujourd'hui. Donc on va retrouver effectivement toutes les dataware, qui est plutôt orienté finalité, et les data lakes qui sont orientés moins finalité, c'est plutôt des systèmes de stockage de données non structurées, mais qu'on va très rapidement structurer. Ensuite, on va mettre en place de la data vis pour savoir, voilà, qu'est-ce qu'on a dans notre société. On va les catégoriser par domaine. Et ensuite, on va mettre en place de la qualité, de la gouvernance et de la modélisation. Et là, on va les mettre à disposition. Donc, on va vraiment travailler cette donnée. On les mettra à disposition des différentes équipes qui, chez eux, seront très orientées use case. Donc, je vais récupérer une petite partie des données de mon entreprise très orientée use case. Si je veux faire du churn, par exemple, je vais récupérer certaines informations qui sont nécessaires à faire un modèle de churn, et donc eux vont s'appliquer à faire de l'exploration, de l'analyse, du code d'entraînement, l'entraîner, faire aussi un peu de data vis, du monitoring bien sûr, et bien sûr aussi collecter cette data pour nous les renvoyer, puisque eux sont vraiment face aux clients et collectent les différentes données. Donc là, on voit bien que le dataset, la data, ça va être vraiment quelque chose de nécessaire. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux types de données dans un système plus global. On a les données utiles, d'utilisation, ça veut dire que je suis en train d'utiliser un service, je vais vous envoyer de l'information et vous allez m'envoyer un résultat, un pourcentage par exemple de churn. Voilà, j'envoie toutes les informations sur une personne, est-ce qu'elle est potentiellement churner? Et on va avoir de l'autre côté tout ce qui est data labellisé d'entraînement. Et donc, par exemple, en termes d'RGPD aujourd'hui, on a plutôt le consentement de dire est-ce que tu veux utiliser le service? Donc les données que tu vas m'envoyer, est-ce que je peux les utiliser pour te renvoyer le résultat? Donc ça, c'est plutôt l'accès au service. C'est un peu ce que fait Google quand vous arrivez sur une application. Tout de suite, il vous demande est-ce que vous voulez accéder à l'application? Est-ce que je peux utiliser votre donnée? Et après, il y a plutôt la donnée. On va se dire est-ce que vous voulez améliorer notre système? Et ça, c'est un deuxième consentement. C'est plutôt le consentement est-ce que je peux utiliser votre donnée pour les mettre dans mes bases de training pour pouvoir l'utiliser à l'entraînement? Et donc, on voit que là, il y a deux types de données différentes dans ce système-là. C'est aussi pour ça que dans le monde du machine learning, on parle de moins en moins d'environnement de dev sur les phases amont que d'environnement d'exploration. Parce qu'en fait, vous faites de l'exploration dans des phases amont, mais sur des jeux de données de prod. D'où les questions de sécurité, les questions sensibles que tu évoquais jusque-là. Un mot en un mot. Moi, je viens du monde du DevOps. Qu'est-ce que j'ai vu beaucoup? C'est qu'en réalité, dans le monde du machine learning, les data scientists, leur outil de travail, c'est ça. C'est un laptop ou une machine, souvent hors parc, parce qu'elle a des caractéristiques spécifiques, des gros GPU, etc., etc. Et ça nous amène au monde du shadow data. Le shadow data, c'est ça. C'est des gens qui vont dumper des bases de données, des contenus pour aller explorer dans les petites équipes, dans les data labs, dans cette logique d'exploration. Mais vu qu'aujourd'hui, c'est pas structuré, il n'y a pas d'industrialisation, en fait, souvent, on arrive sur ce genre de paradigme. Ça paraît bête, ça paraît rigolo, mais c'est la réalité. Donc attention à Shadow Data et veillez plutôt à offrir un cadre industriel qui permette justement de travailler sereinement et dans un cadre sécurisant, plutôt que finalement laisser certes innover, mais avec des paradigmes qu'on ne connaît pas et en arriver finalement avec de la data qui se dissémine un peu partout. Un dernier mot, avant de passer à la conclusion. En fait, je pense que on est sur un monde où, historiquement, on est encore très orienté batch processing. Là où dans le monde du développement applicatif, on est déjà sur d'autres choses, sur des microservices, on commence à parler de monde de plus en plus event-driven. Dans le monde de la data, on est encore très orienté batch processing. Ça aussi, c'est un learning que j'ai eu. Ça paraît vieillot, mais en fait, c'est encore très d'actualité. Le monde de la data est très orienté batch processing, avec des pipelines de traitement, tous les pipelines que tu évoquais tout à l'heure. Et puis, finalement, cette approche est très centrée sur la donnée, donc la passivité, la thésaurisation, plutôt que finalement le traitement. Et de plus en plus, on va avoir vers une approche de plus en plus orientée streaming, dans le monde de la data aussi, parce que finalement, le monde, c'est pas une somme d'événements, le monde n'est pas fait de base de données, le monde est en mouvement. En réalité, vous ouvrez une porte, il y a un capteur, il y a de l'IoT, ça envoie un événement qui va être traité, etc., etc. La réalité, c'est que le monde est fait d'événements qu'on traite, et les systèmes d'information vont de plus en plus vers cette logique-là. Et on va vers des architectures,
pour lesquels l'enjeu n'est pas d'avoir un barycentre posé sur la thésaurisation, la passivité, le stockage des données, mais d'être polarisé sur le traitement de la donnée, en ayant moins finalement comme pivot la question du stockage comme question centrale. Il y a cette phrase qui tourne depuis des années en conf qui est « Data is the new oil ». En fait, data is the new oil, oui, mais bon, en fait, le fait est que si data is the new oil, le data lake, ce fameux gros pivot de données, oui, c'est vrai, il peut absorber des masses de données non structurées en grande quantité. C'est votre nappe de pétrole, de la matière, du capital brut. D'autre part, si vous avez un data lake et une nappe de pétrole, vous avez un DERIC dessus. C'est des outils comme Hive, Impala, ça permet de requêter la donnée. Mais qu'est-ce qu'achète le marché? Qu'est-ce qui a de la valeur? C'est le gaz, c'est l'essence, c'est les produits dérivés. Et qu'est-ce qui vous fait passer de l'un à l'autre? C'est pas le data lake, c'est pas le DERIC, c'est en aval, la plateforme qui permet d'industrialiser la démarche, c'est la raffinerie. Et donc l'enjeu, c'est bien l'industrialisation du traitement. Et en conséquence, il y a cette phrase de Marc Andreessen qui disait « Software will eat the world ». C'est vrai aussi dans le monde de la data, c'est le data processing qui a du sens, c'est pas la data en tant que telle, la data est passive. On finit sur ces quelques mots? Donc, en tech web, le DataOps, ce n'est pas que l'agilité et le DevOps appliqués au monde de la data. On voit qu'il y a un petit paradigme en plus à prendre en compte. La donnée disponible dans votre société n'est pas forcément la donnée utilisable. Ce n'est pas parce que vous avez une énorme quantité de données que vous allez pouvoir l'utiliser. Il y a de la raffinerie à mettre en place. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise organisation. Chaque entreprise a son contexte, elle a son chemin, elle a son existant. Certaines équipes ont déjà des data lakes, elles ont déjà organisé un certain nombre d'initiatives autour de la data. D'autres ne l'ont pas. Donc, comme pour le DevOps, il n'y a pas de philosophie toute écrite, il n'y a pas de théorie, il y a des bonnes pratiques, il y a des recettes de cuisine, mais l'histoire n'est pas écrite. Construisez quelque chose de contextualisé à votre environnement. Attention à la shadow data, on l'a évoqué tout à l'heure. Et le plus important, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est de se rencontrer. Voilà, tout simplement, un peu comme toutes les confs DevOps qu'on fait aujourd'hui. On était parti beaucoup sur la technique. Aujourd'hui, le plus important, c'est quoi? C'est tout simplement de se rencontrer, de parler, d'essayer de discuter, d'échanger, pour connaître le monde de l'autre et essayer d'avancer. J'ai pas vu une conf où on parlait pas d'aller prendre une bière à la fin dans le monde du DevOps, alors on s'est dit qu'on allait faire comme tout le monde. Je vous retiens une dizaine de secondes pour vous demander un dernier exercice, c'est de nous faire un petit rôti. Le rôti, c'est quoi? C'est le Return on Time Invested. Je vais vous demander, en comptant jusqu'à 3, de lever une main, et puis, disons que si vous notez 1, c'est que Santa Barbara, c'était tellement plus sexy que venir nous écouter aujourd'hui, et c'est votre droit. Si c'était 5, c'est que c'est le truc vraiment à pas rater aujourd'hui. Puis on fera une petite photo pour se faire un souvenir de la conférence. Ça nous permettra aussi de savoir ce qu'il y a à améliorer. Vous n'hésiterez pas à venir nous le dire tout à l'heure après le talk. On sera sur un stand, je crois. On sera sur le stand Octo Technologies. Si comme vous ça, voulez pour venir, prendre des questions, pour discuter. Parler avec nous. Je compte jusqu'à 3? Parti. Allez. 1, 2, trichez pas. 3. On tient la pause. Cool. Merci beaucoup. Ah, tu veux faire une photo? Allez, souvenir. Allez, 1, 2 et 3. Merci. Merci bonne journée à tous. Bonne journée.